Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon, salon Bipositive, et en ce début d'après-midi, nous allons parler bâtiments responsables. On va voir quels sont les enjeux sanitaires et sociétaux par rapport à ces bâtiments responsables. Et plus particulièrement, on va parler de conception évolutive et d'espace, modularité des espaces, des besoins. Vous comprenez qu'on va parler réversibilité, par exemple. Pour en parler avec moi, monsieur Julien Herbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, responsable projet prévention construction à l'AQC. Tout à fait. Rapidement, l'AQC, qui est-ce? Donc c'est une association d'intérêt général pour prévenir la sinistralité et améliorer la qualité de la construction. C'est ce nom dont on va parler. À côté de vous, monsieur Nicolas Hémin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet, chargé de mission chez VAD. Vous êtes le local de l'étape. Alors VAD, c'est Ville et Aménagement Durable. Du coup, je dis deux mots. Donc, oui, dites-nous qui est VAD. Ouais, donc nous, on est, quand vous dites local, oui, c'est important de rappeler qu'on est centre de ressources régional, contrairement à l'AQC qui intervient au niveau national. Nous, on a vraiment un champ d'action sur toute la région. Et ce qu'on fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de l'animation de réseaux d'acteurs de la construction et de l'aménagement pour fédérer et mobiliser ces acteurs-là sur les thématiques du développement durable. Alors, ma première question va être assez large. Je voudrais savoir, en fait, quand on parle de modularité, quand on parle de nouveaux espaces, quand on parle de nouveaux besoins, de quoi on parle? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans les sujets d'actualité, il y a un certain nombre d'enjeux, à la fois sociétaux, économiques, environnementaux. Et on pense, en tout cas, ça a été aussi l'objet de notre étude, que le concevoir réversible, la réversibilité des bâtiments, est une des solutions pour répondre à ces enjeux. Alors, quand je parle d'enjeux, je vais un peu détailler. Donc, enjeux sociétaux, on voit très bien qu'aujourd'hui, les usagers, la population souhaitent des bâtiments, des logements de plus en plus grands, avec des surfaces assez importantes pour accueillir d'autres usages que purement du logement. On peut penser aujourd'hui, avec le développement du télétravail, les usagers ont besoin vraiment d'avoir des chambres beaucoup plus importantes pour accueillir un bureau afin de travailler. On voit aussi les besoins d'espace extérieur, avec des balcons, avec des choses comme ça. On a les enjeux économiques. On voit très bien qu'aujourd'hui, particulièrement dans les grandes métropoles, on a de plus en plus de locaux tertiaires vides, plus adaptés aux besoins, à une vraie obsolescence des bureaux. Et finalement, on construit de plus en plus de bureaux dans des zones où il y a déjà des locaux vacants de bureaux. Donc c'est un peu une ineptie vu la tension foncière de ces zones urbaines. Et puis évidemment les enjeux environnementaux, avec la future RE 2020, le besoin d'allonger la durée de vie des bâtiments, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, en tout cas nous, c'est ce qu'on a vu dans l'étude qu'on a menée ensemble. Donc on va détailler un peu plus dans le détail avec Nicolas. On a vu qu'une des solutions pour répondre à ces enjeux sociétaux, mais d'actualité, c'est de concevoir réversible dès le départ. Voilà, il faut y penser quand on construit que le bâtiment de bureau que l'on va construire, il pourra peut-être avoir un autre usage plus tard et ce ne sera pas forcément du bureau. Exactement, c'est exactement ça. Et une des choses qu'on a essayé de faire aussi dans l'étude, c'est de bien définir, parce qu'il y a, voilà, on a fait aussi un état des lieux de ce qui existait, parce que c'est quand même des sujets qui existent depuis un certain temps. Et on a voulu déjà définir ce qu'était un bâtiment réversible par rapport à un bâtiment qui peut se transformer facilement ou évolutif, etc. Et peut-être je peux donner vraiment une définition qui est ressortie de notre étude. C'est que c'est un bâtiment qui puisse changer d'usage dans la durée. Alors, je vous interromps, mais on ira un peu plus loin. Ça, c'est pas nouveau. Bon, il y a les bâtiments haussmanniens, vous êtes parisien, il y a les bâtiments haussmanniens à Paris. Ici, j'ai compris qu'il y avait des bâtiments qui étaient des anciens ateliers pour le verre à soie, enfin pour le tissu en tout cas. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Ouais, c'est vrai que le bâtiment haussmannien, il a souvent pris comme exemple de réversibilité éprouvé dans le temps parce que à Paris, voilà, il y a eu souvent des changements d'usage de ces immeubles-là. Et à Lyon, oui, on a aussi les appartements Canut. Donc les Canut, c'était les artisans de la soie qui travaillaient. Du coup, les immeubles avaient été construits déjà avec la double fonction logement et atelier.
sachant que les canuts travaillaient chez eux et travaillaient sur des métiers à tisser qui faisaient plus de 3 mètres de haut. Donc on se retrouve avec des hauteurs sous plafond de 3,20 mètres. Et ça, j'en parle parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet qui vous tient à cœur, la hauteur sous plafond. Oui, je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais oui, quand on parle de réversibilité, on regarde un peu les différents standards entre bureau-logement et la hauteur. C'est une des choses que dans la production actuelle de bâtiments, c'est une des plus grandes différences. Et là-dessus, hein, on a des plus grandes hauteurs sous plafond dans le bureau, chose qu'on a de moins en moins dans le logement. Ouais. Et toujours est-il que force est de constater que aujourd'hui les appartements canuts, du coup les immeubles canuts sont réappropriés. On est sur un quartier assez résidentiel et maintenant on se retrouve avec des appartements très, très qualitatifs où on a même une flambée du prix du mètre carré dans ce quartier-là parce que certes c'est un quartier très attractif mais on se retrouve aussi avec des appartements qui aujourd'hui on qualifie d'atypiques avec une belle hauteur sous plafond sur lesquels on peut mettre des mezzanines. Donc voilà, c'est quelque chose en fait. On avait un immeuble de travail, des ateliers qu'on a réussi à transformer en logement d'une manière tout à fait naturelle en fait. C'est ça s'est fait naturellement, ouais. Et de la même chose pour l'haussmannien. Là, d'un seul coup, on avait des bâtiments de logement qu'on a transformés en bureaux et qu'on recommence un petit peu à transformer en logement. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a un vrai besoin, comme je le disais. Et d'ailleurs, il y a un rapport récent qui est sorti, qui est le rapport Leclerc-Girometti, qui indique clairement que ces dernières années, en termes de logement, on est sur des surfaces de plus en plus petites, sur des hauteurs sous plafond de logements neufs construits aujourd'hui. Sur les logements neufs. Et voilà, je pense qu'il faut changer de paradigme et revenir à des bâtiments avec des surfaces assez importantes pour pouvoir changer d'usage et pour avoir apporté un certain confort aussi aux usagers. En fait, c'est ça le but, c'est quand on construit neuf, c'est à destination des usagers qui vont y habiter pendant un certain nombre d'années. Là, on parle de bâtiments donc, qui sont construits aujourd'hui. Si on parle des bâtiments de bureaux, c'est des bâtiments qui ont été... Avant de parler de comment penser dès aujourd'hui la réversibilité, je voudrais vous demander, par exemple, à la Part-Dieu, est-ce qu'un jour la tour de la Part-Dieu, on pourra la transformer en logement? Ou est-ce que c'est trop compliqué? Alors, je ne sais pas si je peux m'engager à répondre sur le sujet. Vous voyez l'exemple que je veux tirer, ça peut être une tour de la Défense, ça peut être des tours qu'on voit à droite à gauche à Marseille avec les tours qui sont en train de pousser aujourd'hui, qui sont pensés très bureaux. Est-ce qu'un jour, ces bâtiments-là, finalement, ils auront aussi leur obsolescence, ils seront peut-être un jour obsolètes, et est-ce qu'on pourra les transformer facilement? Après, un des enseignements aussi qui est ressorti de l'étude, c'est... Oui, donc... on a des réglementations qui sont distinctes entre les deux usages. Et notamment, là, je pense, quand vous parlez de tours à la Part-Dieu, on va avoir des tours en verre avec des façades toutes vitrées. Ça marche pour le bureau parce qu'on a des contraintes acoustiques. Là, je pense à la réglementation acoustique, pour prendre un exemple. On est moins exigeant sur la performance de la façade en tertiaire que sur du logement, par exemple. Donc... mais du coup, faire des façades toutes vitrées en logement, c'est beaucoup plus difficile pour des raisons acoustiques. Après, il y a sûrement plein d'autres raisons aussi à creuser. Mais voilà, je pense que c'est un des points qui pourrait être bloquant vers la réversibilité de cette architecture en tour. C'est pas si simple. Et il y a aussi beaucoup de bureaux tramés, très tramés des années 80-90. Et est-ce que ces immeubles-là, ces bâtiments-là, sont facilement transformables ? Alors pareil, sur la question de la trame, quand on va vouloir concevoir réversible, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les systèmes constructifs, oui, on est allé vers des standards depuis l'après-guerre, on est allé vers des standards de plus en plus précis. Et sur le bureau, on a cette trame d'1,35 m en façade, donc ça fait les modules de façade très industrialisés. Ça fait une trame de 2,70 m pour faire un bureau simple où on ouvre un peu plus pour faire des open space. On s'aperçoit qu'avec du logement, cette trame, elle ne fonctionne pas forcément. Et ça, pour une autre réglementation, c'est pour la réglementation PMR, par exemple. Si on veut mettre une chambre PMR sur une trame de 2,70 m, on s'aperçoit qu'on n'a pas les dégagements qui sont demandés par la réglementation pour circuler autour du lit, pour qu'un fauteuil puisse circuler autour du lit. Donc ça ne fonctionne pas forcément. Donc oui, la réversibilité, c'est peut-être aussi tendre vers une trame en donnant un peu plus de générosité. J'ai parlé de la hauteur tout à l'heure, mais aussi sur le plan et peut-être un peu d'élargir cette trame-là. Voilà.
aller un peu plus. Et C'est vraiment l'espace, hein. C'est un leitmotiv, ça revient beaucoup dans ce que vous dites et donc dans le travail que vous avez réalisé. Présentez-nous ce travail, dites-nous de quoi il s'agit. Oui, donc c'est une étude qu'on a réalisée en partenariat avec VAD, avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Donc en fait, on est parti déjà d'un benchmark et d'une étude bibliographique, puisqu'on ne part pas de rien. Comme je le disais, il y a un certain nombre de maîtres d'œuvre, bureaux d'études, architectes qui ont déjà travaillé sur ces notions et ces concepts de réversibilité. Donc on est déjà parti de là pour essayer de définir ce qu'était la réversibilité. Et puis ensuite, il y a eu un gros travail de terrain, notamment réalisé par VAD et notamment sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, où on est allé voir les différents acteurs de ceux qui ont déjà expérimenté les bâtiments réversibles, qui ont déjà conçu en bâtiments réversibles, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, bureaux d'études, contrôleurs techniques, assureurs. Et à partir de là, on a fait un certain nombre de constats et surtout un certain nombre de recommandations pour concevoir réversible et anticiper toutes les problématiques dont on vient de parler, les usages, les réglementations différentes selon les usages, etc., etc. Alors on va essayer de balayer tout ça. On va essayer. Rapidement. Les constats. alors, si on veut prendre dans l'ordre, déjà en programmation, il faut poser dès le début, fixer des objectifs et de manière très précise. Ce qui est remonté aussi, c'est qu'il faut voir le degré de réversibilité. Parce que du coup, on peut faire un immeuble qui puisse avoir toutes les fonctions du monde au sein de son enveloppe. Ça c'est réalisable. On va devoir mettre beaucoup de mesures conservatoires en œuvre, prévoir tous les usages possibles, donc prévoir plein de choses qui ne seront pas forcément utilisées, surdimensionner aussi bien des systèmes de ventilation que des structures. Voilà. Et du coup, ça n'a pas forcément un intérêt. Enfin, sur l'empreinte carbone, ça peut plutôt tirer. Ça peut faire remonter l'empreinte carbone du bâtiment. En gros, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est qu'il faut cibler, c'est ça, ce qu'on veut faire après. C'est ça, ouais. C'est du coup de se dire, voilà, jusqu'où on veut aller dans la réversibilité. Et du coup, je prends aussi un exemple qui nous a été remonté. C'est un immeuble réversible. Il est mixte logement bureau dès le départ. Il a 8 étages. Ils ont prévu seulement 2 plateaux qui soient réversibles d'une destination vers l'autre. En se disant que ça ne servait à rien de faire les 8 étages réversibles, les 8 niveaux réversibles, mais en se laissant 2 niveaux de réversibilité. C'est notamment pour des raisons, oui, de surdimensionnement pour le bureau. Il faut prévoir le confort d'été. Il faut prévoir du coup, il y avait un module adiabatique. Donc ça, c'est sur la ventilation pour rafraîchir l'air, qui aurait été complètement surdimensionné si on avait voulu prévoir la réversibilité sur tous les niveaux. Donc le choix a été fait de fixer des objectifs et de réduire à 2 niveaux réversibles. D'accord. Et dans ces 2 niveaux réversibles, est-ce qu'on a ce système de ventilation adiabatique ou pas? Voilà, ce système, ou du moins le local a été prévu pour pouvoir accueillir ce système-là. Ouais. D'accord. Qui pourra être enlevé si jamais un jour on transforme en logement. C'est ça, ouais. D'autres constats, qu'est-ce qu'il y a encore dans la manière de faire? Après, sur les méthodes aussi, déjà de manière générale, dans l'enseignement transversal, il faut avoir une équipe motivée et s'entourer vraiment d'acteurs qui soient moteurs et qui soient sensibilisés au sujet de la réversibilité. Mais ça c'est valable dès qu'on veut faire de l'innovation. Il faut vraiment que tous les acteurs autour de la table aient envie d'aller vers l'innovation. Et après, ça va aussi se décliner sur le chantier où il y a tout un travail d'accompagnement et de sensibilisation des entreprises. Enfin, les entreprises, dès le dossier de consultation des entreprises, il faut que les objectifs de la réversibilité, les mesures pour parvenir à la réversibilité soient bien mises en évidence dans le dossier de consultation pour que les entreprises comprennent bien l'enjeu qu'il y a derrière et ne fassent pas des propositions qui tombent à côté de la plaque parce qu'elles ont voulu faire comme on a toujours fait et parce qu'elles savent faire comme ça. Donc, et après, sur le chantier aussi, il faut vérifier qu'il n'y ait pas des adaptations faites par les compagnons Oui, des variantes qui pourraient voilà. qui pourraient gêner la réversibilité plus tard. Sur ces recommandations que vous avez faites, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter? C'est ce qu'on disait sur les différentes réglementations, c'est-à-dire que si on construit des bureaux avec un changement d'usage dans quelques années en logement, il faut prévoir sûrement des mesures conservatoires. C'est-à-dire, par exemple, c'est, comme le disait Nicolas tout à l'heure, en acoustique, on est quand même sur des exigences beaucoup plus importantes sur des logements par rapport à des bureaux. Et donc, il faut prévoir peut-être un traitement acoustique dès le départ pour un usage logement.
Alors on sera forcément avec un confort acoustique encore trop important, ou en tout cas au-delà des exigences réglementaires, mais au moins le moment où on change... Finalement, il sera amélioré. Il sera amélioré, et le moment où on changera d'usage, on n'aura pas de travaux importants de réhabilitation, qui seront peut-être d'ailleurs impossibles puisqu'on sera sur des hauteurs sous dalle pas assez importantes pour traiter acoustiquement. Voilà, donc c'est prévoir des mesures à conservatoire, anticiper un changement d'usage, c'est vraiment ce qui est ressorti. Agrandir peut-être les largeurs des circulations pour l'accessibilité PMR, les évacuations. Je veux dire, voilà, c'est réfléchir au changement d'usage ultérieur. Dès le début. Et le changement d'usage, on le réfléchit toujours dans le mode bureau-logement et pas l'inverse. Ou est-ce qu'il arrive qu'on réfléchisse à des logements qu'on pourrait un jour transformer en bureaux? Alors si, bah, c'est vrai que le constat est qu'on a une obsolescence en bureaux de plus en plus rapide. Maintenant, au bout de 10 ans, on se retrouve avec des bureaux qui ont été construits il y a 10 ans qui sont aujourd'hui vacants. Donc c'est pour ça et alors qu'il y a une tension foncière, enfin, on l'a déjà évoqué, enfin, des problèmes de mal logement. Donc oui, la question elle se pose de bureau vers logement. Mais finalement, on se retrouve aussi... ce qu'il faut savoir aussi avec la réversibilité, c'est qu'il faut observer le contexte qu'il y a autour, et du coup pour répondre à tel ou tel contexte il peut y avoir différents types de réversibilité, et ça dans le benchmark qu'on a réalisé en début d'étude, finalement il n'y a pas que du bureau vers logement, et il y a plein de choses, et il y a même des projets un peu plus prospectifs de parking réversible vers différentes fonctions, dont parking vers bureau. Donc une entreprise qui va vouloir construire ses bureaux, son parking, mais en se disant que peut-être dans 20-30 ans, la voiture elle aura moins de place que la place qu'on lui donne aujourd'hui, qu'il y aura d'autres moyens de transport, et qui du coup déjà prévoit déjà dès la construction la façon dont pourra évoluer le parking. C'est ça, en se disant une fois qu'il y aura moins de voitures, que les employés se déplaceront autrement, je vais récupérer le parking, je vais construire des mètres carrés de bureaux en plus. Voilà, il y a différents exemples, et ouais, c'est vraiment du cas par cas. Tout est bon à observer. C'est du cas par cas, et c'est vraiment dans l'air du temps. Hein. C'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui, cette réflexion quand on construit un immeuble de bureau, de savoir quel usage on en fera plus tard. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente aujourd'hui en termes de projet? On va parler d'un projet après, hein, mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente aujourd'hui des projets de bureaux qu'on construit et qui seraient déjà pensés réversibles? Parce que c'est des choses qu'on entend parler, des grands promoteurs en parlent, hein, mais dans la réalité, est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui combien ça représente de logements construits? Alors, pas de logements, de bureaux construits. C'est assez difficile à évaluer aujourd'hui. On voit quand même que c'est un peu, comme vous dites, dans l'air du temps. On a en plus des évolutions réglementaires qui vont quand même dans ce sens-là. Alors je voudrais, par exemple, oui, donc il y a la loi climat et résilience qui est sortie en août dernier, qui impose la réalisation d'une étude d'évaluation de la possibilité de changer d'usage avant toute construction neuve ou toute démolition. Donc les maîtres d'ouvrage auront l'obligation de réaliser cette étude avant de construire et avant de démolir. Donc là, on est sur un texte de loi, donc pour l'instant, on est sur un grand concept. Et le décret d'application devrait sortir durant l'année 2022 pour un peu plus définir les modalités de réalisation de ces études, l'obligation ou non de réaliser les travaux en vue d'un changement d'usage ultérieur, ce qu'on disait, peut-être dès le départ prévoir des mesures conservatoires. Donc on voit qu'il y a quand même des évolutions réglementaires, il y a aussi des choses par rapport aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où le village olympique par exemple a été construit pour des chambres d'athlètes pour l'été, pendant la compétition. Et ces chambres d'athlètes seront transformées en logements et en bureaux d'ailleurs. Et tout a été conçu de manière réversible pour ce changement d'usage. Pour s'adapter très rapidement à ce changement d'usage. Il y a un immeuble à la Confluence qui aujourd'hui a été construit, qui est un immeuble de bureau et qui a été vraiment pensé pour être réversible. Expliquez-nous le contexte et pourquoi on a choisi de faire cet immeuble d'abord un usage de bureau et ensuite un usage logement. Oui, donc là, il faut vraiment regarder c'est pour les Lyonnais, mais pas que. C'est ça, ouais. C'est le contexte urbain, donc c'est à Confluence, donc c'est déjà un contexte urbain en pleine mutation, et on se trouve du coup en bord de fleuve, au bord du Rhône, où on a une autoroute qui passe, et cette autoroute-là a été déclassée. Alors pour l'instant, il y a toujours du trafic, et ça a toujours les allures d'une autoroute, donc personne n'aurait envie d'avoir son logement qui donne là-dessus.
Il y a quand même des logements qui donnent là-dessus. Hein, il y a la cité Perrache. Oui, ouais. Mais du coup, en construction neuve, on a voulu faire du bureau parce que c'était quand même plus propice, plus pertinent de construire aujourd'hui du bureau le long de cet axe routier. Mais il a été réfléchi qu'à terme, dans 10-20 ans, dans les années à venir, il va y avoir des travaux avec le déclassement. Ça va tendre vers un boulevard urbain apaisé et peut-être que un aménagement sera fait en lien avec le Rhône. On peut espérer avoir quelque chose d'assez sympathique et du coup beaucoup plus propice au logement finalement. Et du coup, donc ce bâtiment, c'est vraiment l'exemple d'un bâtiment qui répond à un contexte donné et où la réversibilité a été pensée vraiment en lien avec le contexte. Voilà, aujourd'hui, ce serait impossible de construire des logements là le long, tellement il y a du bruit. Hein. La cité Perrache dont je parlais, elle a été construite avant l'autoroute. Donc le contexte urbain fait que ce n'est pas possible, mais que bientôt peut-être ce sera possible. Et là, on a prévu que les logements puissent s'installer à la place des bureaux. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, ça rejoint le fait qu'avec la réversibilité, il faut faire attention aussi de se dire qu'on ne peut pas forcément prévoir l'avenir à 10, 20, à 20, 30 ans sur le long terme. Mais voilà, il y a certains cas précis où finalement on sait très bien que là l'autoroute est déclassée, donc on peut prévoir les choses et faire de la réversibilité pertinente. Voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose d'intégré dès l'amont du projet. Où est-ce qu'on trouve cette étude? Comment je peux me la procurer? Je vais vous demander de me donner le petit document. Tenez. Comme ça, je vais le montrer. Donc c'est des études téléchargeables sur le site de l'AQC, entièrement gratuites. Et qui sont disponibles aussi au niveau du salon. Évidemment, on a un stand à côté de VAD d'ailleurs. Et voilà, comme l'ensemble de nos publications, en tant que mission d'intérêt général, l'ensemble de nos publications sont accessibles gratuitement sur le site de l'AQC. D'accord. Je vais vous demander une petite conclusion à tous les deux sur le sujet. C'est vraiment une bonne chose, la réversibilité? Il faut vraiment y penser, ou alors est-ce que c'est un sujet à la mode? Non, on voit les enjeux. Hein. De toute façon, comme je disais au début, il y a de forts enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Et clairement, c'est une bonne idée. Et on est encore sur un domaine innovant, donc on est encore qu'au début. Mais vu les perspectives, l'évolution réglementaire, on a vu qu'il y a des contraintes réglementaires encore assez lourdes, on va dire, en fonction des différents usages. On voit que ça est en train d'évoluer et clairement, c'est un sujet d'avenir et on va de plus en plus concevoir réversible, j'en suis certain. Vous avez le mot de la fin. Eh ben, moi, je pense que oui, la réversibilité, c'est une bonne chose dans le sens où c'est aussi peut-être une opportunité à se saisir pour faire des logements, on en a parlé, un peu plus généreux en espace et voilà, faire des bâtiments un peu plus qualitatifs, plus flexibles et plus vertueux. Merci, on a fait un bon petit tour d'horizon. Pour en savoir plus, réversibilité des bâtiments, point de vigilance et recommandations. Et une émission donc à retrouver sur notre site Batijournal TV, sur le site de notre partenaire, de nos partenaires, le salon Bipositif bien sûr, et le magazine Planète Bâtiment d'ailleurs qui travaille avec l'AQC. Merci beaucoup. à vous. Merci.